Bonjour à tous, je vous propose d'aborder ensemble la place de l'échographie dans l'arrêt cardio-respiratoire. On va procéder selon trois objectifs auxquels l'échographie dans l'arrêt cardio-respiratoire pourra, on l'espère tout du moins, répondre. Le premier est une aide à l'analyse du rythme cardiaque responsable de l'arrêt cardio-respiratoire. Le deuxième objectif, c'est une aide à la détermination de la cause réversible de cet arrêt cardio-respiratoire. Et enfin, le troisième est une aide à l'évaluation du pronostic du patient, de sa probabilité de retour en circulation spontanée. Voici l'algorithme ALS du Conseil européen de réanimation selon les normes 2021. Vous savez que ces normes n'ont pas fortement changé par rapport à 2015. On y réinsiste sur la place de l'échographie dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, et ce, dans les trois buts dont nous avons déjà parlé. L'aide à la détermination du rythme cardiaque chez ce patient en arrêt cardiaque, tant pour les rythmes défibrillables que pour les rythmes non défibrillables. L'évaluation des 4H et des 4T, ces fameuses causes réversibles de l'arrêt cardiaque qui, tant qu'elles ne sont pas levées, verront se maintenir l'état d'arrêt circulatoire. Et enfin, une aide au pronostic, une aide à l'évaluation de la probabilité du retour en circulation spontanée de notre patient. Voilà l'algorithme ERC toujours de prise en charge du patient traumatisé en arrêt cardio-respiratoire. L'échographie y a également toute sa place. Pourquoi? D'abord parce que dans l'arrêt cardiaque d'origine traumatique, le plus souvent, en tout cas au début de cet arrêt cardiaque, le cœur fonctionne très bien. Le problème est que ce cœur qui fonctionne bien, qui se contracte bien, ne peut pas se remplir. Par exemple, parce que le patient est en état d'hypovolémie profonde sur un choc hémorragique, parce que le patient présente une tamponnade sur un épanchement péricardique important, ou bien encore présente un pneumothorax sous tension, de sorte que les ventricules ne peuvent plus se remplir. La détermination de la présence d'une activité cardiaque contractile correcte, mais avec des performances hémodynamiques nulles, sera une aide à la prise en charge de l'arrêt cardiaque et généralement un indice plutôt de bonne chance pour ce patient. La priorité sera alors donnée à la correction des causes réversibles, et là aussi, l'échographie va grandement nous aider pour identifier la cause réversible responsable de l'arrêt cardiaque traumatique. Enfin, si l'échographie montre une absence de ROSC, une absence d'activité mécanique, malgré le contrôle et la correction des causes réversibles, ce sera un argument de mauvais pronostic qui nous aidera dans la décision d'arrêter les manœuvres de réanimation. Un schéma type du placement de l'échographie autour de ce patient en arrêt cardiaque, avec un patient qui gère les rouets à la tête, le défibrillateur qui est placé ici, le secouriste qui mène le massage cardiaque, et puis l'échographie va venir soit latéralement par rapport au masseur, soit à l'opposé, et permettra d'acquérir les images tout en réanimant le patient. Comment fait-on en pratique? Pour les images cardiaques, on se doute que l'acquisition de telles images pendant les compressions sera impossible, et donc il faudra acquérir de courtes boucles vidéo durant les périodes de rythme check. Donc on va rentabiliser les périodes toutes les 2 minutes durant lesquelles on pose le massage cardiaque pour analyser le rythme et la présence éventuelle de signes de vie, si c'est un rythme compatible avec la vie, pour acquérir des images vidéo. Le recours à l'échographie doit être le plus rapide possible. Évidemment,
quand vous prenez un patient en charge en arrêt cardiaque, il y a un certain nombre de choses à lancer, à débuter. Il faut évidemment lancer correctement la réanimation et dès que la situation nous le permet, recourir à l'échographie. Comment est-ce qu'on va faire? On prendra une image soit en sous-xiphoïdien, soit en parasternal grand axe, et durant ce rythme check, on va se focaliser uniquement sur l'acquisition d'une ou de plusieurs boucles exploitables, donc de qualité, mais on ne va pas s'intéresser à leur interprétation. C'est uniquement de l'acquisition d'images, sans prolonger l'interruption des compressions cardiaques, ça c'est important, il ne faut pas que l'échographie allonge le no flow time, le temps sans débit, le temps sans massage, et l'image ou les images seront analysées a posteriori durant la boucle de 2 minutes suivante. On sait qu'on sera parti pour 2 minutes de réanimation et de ventilation, on va mettre rentabiliser plutôt cette période de 2 minutes pour analyser les images acquises. Pour le reste des images échographiques, elles pourront se prendre per massage pendant toute la durée de la réanimation et donc on acquérera par exemple des images du thorax, des images de l'abdomen, des images de l'aorte pendant le massage cardiaque. Évidemment, si vous voulez voir un glissement pleural au niveau pulmonaire pour exclure un pneumothorax sous tension, il faut faire cette acquisition d'images concomitamment aux insufflations. Alors, on en vient à nos 3 objectifs qu'on va détailler l'un après l'autre. Le premier est l'aide à l'analyse du rythme. Dans l'arrêt cardiaque, la question est rythme électrique y a-t-il ou pas? Et si oui, ce rythme électrique est-il associé ou non à une activité mécanique? Face à votre patient en arrêt cardiaque que vous allez échographier, vous allez vous poser les questions suivantes. Y a-t-il une activité myocardique à l'écho? Est-ce que le cœur se contracte, plus ou moins bien, mais est-ce qu'il se contracte à l'échographie? Oui, vous poserez la question du type d'activité. Soit c'est un rythme défibrillable de type FV-TV, vous allez me dire, si le monitoring montre de manière évidente qu'il s'agit d'un rythme défibrillable, nul besoin de recourir à l'échographie. Je suis bien d'accord. Mais quand le doute diagnostique est là, par exemple sur une fibrillation ventriculaire à petite maille qu'il serait difficile de différencier par rapport à une asystolie, la découverte à l'échographie de cette fibrillation des ventricules vous aidera à identifier le rythme défibrillable et dès lors à appliquer une défibrillation. Le type d'activité peut être une pseudo-activité électrique sans pouls. C'est l'activité électrique, il y a donc une activité électrique sur mon monitoring, sans pouls, j'ai pas de pouls, le patient est bien en arrêt cardiaque, mais elle est pseudo parce que si on s'intéresse à la contractilité, on observe qu'il existe une activité contractile, souvent pas très bonne, mais présente quand même chez ce patient. Je vois ce cœur qui se contracte mal, mais je sais que potentiellement, ça peut être compatible avec la vie. J'ai déjà vu des patients vivre avec ce type d'activité cardiaque. Eh bien, ce type de patient en arrêt cardio-respiratoire, qui est en activité électrique sans pouls, mais avec une activité échographique mécanique, est de pronostic plus favorable pour son devenir que le patient qui ne présente aucune activité mécanique. Et donc, l'autre alternative est qu'à l'échographie, je ne vois aucune activité myocardique à l'échographie. Est-ce qu'il existe un rythme électrique? Sinon, c'est une asystolie. Si oui, c'est la vraie activité électrique sans pouls, celle que on imagine ou qu'on imaginait en tout cas avant de soupçonner l'intérêt de l'échographie. On appelle la dissociation électromécanique. Il y a une activité électrique sur mon monitoring, mais je n'ai pas de contraction, pas de circulation, évidemment, j'ai pas de pouls, mais pas de contraction échographique non plus. Voici l'exemple d'une fibrillation ventriculaire occulte, une fibrillation ventriculaire à petite maille, qui, sur base du monitoring, est difficile à identifier d'une asystolie. Par contre, un rapide coup d'œil à l'échographie nous montre qu'il existe une activité fibrillante des ventricules, identifiant donc le rythme défibrillable et menant à la réalisation d'une défibrillation.
pseudo-activité électrique sans pouls, j'ai une activité électrique au monitoring, mon patient n'a pas de pouls, il est en arrêt cardio-respiratoire, mais je vois à l'échographie qu'il existe un certain degré d'activité mécanique de mes ventricules. Certes, cette activité est loin d'être performante, mais des patients peuvent vivre avec ce type d'activité contractile. Cette étude a permis de montrer la place de l'échographie dans l'identification d'une part des vraies activités électriques sans pouls, l'activité électrique sans aucune activité mécanique à l'échographie, de l'ensemble des activités électriques qui s'associent à une activité mécanique du myocarde, tout du moins dans les premières minutes de l'arrêt cardio-respiratoire, comme les rythmes défibrillables, fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire, l'embolie pulmonaire, la tamponnade, l'hypovolémie profonde. Deuxième objectif rempli par notre échographie, on l'espère, utilisée chez le patient en arrêt cardio-respiratoire, c'est l'aide à l'identification de la cause de cet arrêt, l'aide à l'identification de ce que vous connaissez bien, les causes réversibles, les fameux 4H et 4T. Alors, on est bien d'accord que l'échographie ne nous aidera pas à identifier une hypothermie profonde chez notre patient. Par contre, vous conviendrez que l'échographie peut nous aider à identifier l'hypovolémie comme cause de l'arrêt cardio-respiratoire, replacer évidemment tout ça dans le contexte clinique de votre patient. Chez un patient qui a une raison d'être hypovolémique, par exemple un patient traumatisé suspect d'hémorragie, le fait de trouver du sang dans son thorax, dans son abdomen, sera un argument, avec une clinique évocatrice, un état d'arrêt cardio-respiratoire, de nous dire l'hypovolémie est la cause de l'arrêt cardiaque de notre malade. Les troubles ioniques, métaboliques, ne seront évidemment pas accessibles à l'échographie, bien entendu. L'hypoxie, eh bien oui, on peut pas directement évaluer le degré d'hypoxie de notre patient par l'échographie, mais en soupçonner l'existence. Par exemple, la découverte d'un syndrome interstitiel avec des lignes B pourra nous faire penser que ce patient a peut-être fait, si la clinique est parlante, un œdème du poumon et que c'est sur cette hypoxie que le patient s'est arrêté. La découverte d'un épanchement pleural important, d'une large condensation pulmonaire, peut aussi nous faire supposer l'existence d'une hypoxie possiblement profonde. Les 4T maintenant, la tamponnade, bien évidemment que l'échographie va pouvoir la supposer. Je rappelle que l'échographie identifie un épanchement péricardique, pas une tamponnade. La tamponnade est un diagnostic clinique, mais que chez le patient en arrêt cardio-respiratoire avec une histoire évocatrice qui présente un épanchement péricardique, il est légitime de supposer que l'arrêt cardiaque est lié à une tamponnade. La thrombose cardiaque, la thrombose pulmonaire, embolie pulmonaire, évidemment que l'échographie nous aidera à les identifier. Le pneumothorax sous tension, l'absence de glissement pleural, de nouveau, chez un patient à la clinique évocatrice, l'échographie nous aidera à approcher cette possible cause. Les causes toxiques ne sont pas abordables via l'échographie, évidemment. En guise d'illustration, voici un abdomen avec un foie, un rein et la présence de liquide dans l'espace de Morrison, pouvant me faire penser à une origine hypovolémique de l'arrêt cardiaque de mon patient. Hypovolémie toujours, avec la découverte d'un anévrisme de l'aorte abdominale, d'une dissection de l'aorte, qui peuvent également me faire supposer une origine hypovolémique chez mon patient en arrêt cardio-respiratoire, dont le tableau clinique colle au risque de me répéter. L'hypoxie ou l'hypovolémie chez ce patient qui présente un épanchement pleural, c'est peut-être du sang chez mon patient en arrêt cardiaque traumatique, c'est peut-être de l'eau chez mon patient en arrêt cardiaque
dans le décours d'une insuffisance cardiaque terminale. Un syndrome interstitiel, comme on pourrait le voir dans un œdème du poumon, peut raisonnablement me faire penser que chez ce patient, il y avait une hypoxie sévère qui peut-être a entraîné l'arrêt cardio-respiratoire. Épanchement péricardique, important, avec une empreinte ici sur les cavités droites. Chez le patient en arrêt cardiaque, je suis autorisé à supposer qu'il s'agit d'une tamponnade. Embolie pulmonaire, avec ici une grosse dilatation des cavités droites, un écrasement des cavités gauches. Vous voyez une horizontalisation du septum avec une déformation de ce ventricule gauche, habituellement en forme de O, qui prend cette forme de D, cette déformation D-shape, qui nous fait penser à des signes de cœur droit. Alors attention, il est classique dans l'arrêt cardio-respiratoire de voir une dilatation du cœur droit. Il ne faut donc pas considérer toute dilatation du cœur droit dans l'arrêt cardio-respiratoire comme étant d'origine embolique sur une embolie pulmonaire. Par contre, cette dilatation du cœur droit, cette déformation du cœur droit et par répercussion du cœur gauche, chez un patient dont l'examen clinique est évocateur, doit nous faire envisager l'embolie pulmonaire. Si de plus vous trouvez une source emboligène, par exemple en regardant les axes ilio-fémoraux et en trouvant une TVP, le diagnostic ne fait plus aucun doute. Pneumothorax, l'échographie, vous le savez, peut facilement identifier un pneumothorax qu'on peut évoquer comme cause de notre arrêt cardiaque chez le patient dont la clinique s'y Troisième intérêt de l'échographie dans l'arrêt cardio-respiratoire, c'est une aide à l'évaluation du pronostic du patient. On sait que les pseudo-activités électriques sans pouls, donc je rappelle, ce sont ces patients en arrêt cardiaque avec une activité électrique sur votre monitoring, qui présentent une activité contractile résiduelle de leur cœur à l'échographie, ont plus de probabilité de retourner en circulation spontanée que les patients qui sont en vraie activité électrique sans pouls et donc qui n'ont plus aucune activité mécanique à l'échographie. Dès lors, la détection d'une pseudo-activité électrique sans pouls à l'échographie est plutôt un signe encourageant qui devrait vous inviter à, selon la situation, poursuivre davantage votre réanimation cardio-pulmonaire. À l'inverse, l'absence complète d'activité mécanique est de moins bon pronostic. Ce n'est évidemment pas sur l'échographie seule que vous déciderez du maintien ou de l'arrêt des manœuvres de réanimation, mais l'échographie a sa place parmi tous les autres indices dont vous vous servez habituellement pour juger de la futilité ou pas de poursuivre les manœuvres de réanimation, telles les circonstances de survenue de l'arrêt cardiaque, l'intervalle médical libre, donc le temps avant qu'un massage cardiaque n'ait été entamé, le rythme initial, et notamment l'existence d'une asystolie initiale versus un rythme défibrillable initial, les comorbidités, la durée de la réanimation, la valeur du CO2 expiré, reflet du débit que vous générez via le massage cardiaque, et l'absence d'hypothermie. Cette méta-analyse, c'est pour illustrer le propos dont on vient de parler, cette méta-analyse évalue la valeur prédictive de l'échographie réalisée au chevet du patient en arrêt cardio-respiratoire sous sa probabilité de présenter un retour en circulation spontané en fonction que le patient avait à l'échographie une activité contractile résiduelle versus pas du tout avec un cœur de pierre, un cœur complètement figé. Et on confirme que l'existence d'une activité mécanique contractile à l'échographie est un indice pronostique du retour en circulation spontanée. Que disent les recommandations sur l'utilisation de l'échographie dans l'arrêt cardio-respiratoire? D'abord que cette échographie est plus précise que l'électrocardiogramme
pour déterminer la présence d'une activité cardiaque mécanique. Ça coule de source qu'une échographie qui étudie la dynamique cardiaque est plus pertinente qu'un tracé sur un papier. Que l'échographie, et ça c'est plus important, est supérieure à l'examen clinique pour déterminer la cause de l'arrêt cardiaque. C'est cette fameuse recherche des causes réversibles, c'est 4H et 4T, l'échographie fait mieux que votre examen clinique. Que du coup, l'implémentation de l'échographie dans l'arrêt cardio-respiratoire est susceptible de changer la prise en charge de cet arrêt cardiaque. On l'a vu, elle va conditionner la levée de causes réversibles qu'on a identifiées, elle va intervenir dans la décision de poursuivre ou non les manœuvres de réanimation. Cette échographie améliorant dès lors notre capacité à prédire le pronostic du patient. Dès qu'on a récupéré notre patient, ce patient qui a repris une circulation spontanée, il va falloir l'évaluer et le suivre. L'échographie permet une évaluation pertinente de la fonction cardiaque de ce patient fraîchement récupéré. Ce dont on n'est pas encore certain, ce qui n'a pas encore été déterminé, c'est dans quelle mesure le recours à l'échographie durant l'arrêt cardio-respiratoire améliorer le pronostic à long terme de nos patients en arrêt cardiaque. À titre d'exemple, deux protocoles démontrant la place de l'échographie dans l'arrêt cardio-respiratoire. Ici, le protocole choc dans le choc terminal ou l'arrêt cardiaque, qui décompose en 3 étapes le recours à l'échographie, le noyau principal étant l'acquisition des images cardiaques avec ce fameux 4F qu'on a déjà vu dans le cours sur le cœur, les 4 questions qu'on se pose, le fluide, la forme, la function, le feeling. Soit cette analyse des 4F sur ma boucle cardiaque me donne la cause de mon arrêt cardiaque, soit ce n'est pas le cas, j'ai besoin d'investigation complémentaire, j'ai le temps de le faire, je vais passer à une étape supplémentaire avec l'étude des poumons, éventuellement de la veine cave inférieure. Soit cette étape me donne la cause de mon arrêt cardiaque, soit j'ai besoin d'investigation supplémentaire, j'ai le temps de le faire, et je complète avec notamment l'échographie abdominale à la recherche de liquide libre, l'étude de l'aorte abdominale, la recherche de phlébite profonde. Un autre exemple de protocole publié en 2008, c'est le Cardiac Arrest Sonographic Assessment, le CASA-EXAM, qui propose de séquencer l'acquisition des images cardiaques en 3 temps, chaque fois en profitant du rythme check, de cette courte pause, pour acquérir les images cardiaques. On se demandera d'abord si le patient est en tamponnade, au coup suivant, si le patient montre des signes de défaillance droite aiguë, enfin, si le patient présente une activité myocardique contractile persistante. Ce qui est important ici, surtout, c'est de montrer que l'acquisition des autres images, par exemple les images pulmonaires, les images abdominales, de FAST, d'aorte abdominale, se font non plus séquencées selon les rythmes check, de 2 minutes en 2 minutes, mais tout au long de la réanimation en permassage. On peut tout à fait acquérir ces images-là sous massage cardiaque. C'est sûr que les secousses permanentes compliqueront votre acquisition d'images par rapport à la réalisation de ces mêmes images chez un patient non massé, mais ça reste dans le domaine tout à fait du possible. Pour terminer, un petit mot sur l'échographie transœsophagienne dans l'arrêt cardiaque, pour dire qu'elle est faisable et qu'elle est facilement acquise dans les mains d'un non-cardiologue, et notamment d'un urgentiste par exemple, que l'échographie transœsophagienne permet de rencontrer les 3 objectifs dont on a parlé. Je rappelle, l'aide à la détermination du rythme de l'arrêt cardiaque, l'aide à l'identification de la cause réversible de l'arrêt cardiaque, les 4H et les 4T, et une aide à l'évaluation du pronostic de notre patient et donc à la décision
de la poursuite ou non des manœuvres de réanimation. Par contre, cet ETO n'a pas encore été suffisamment étudié pour démontrer son utilité par rapport à l'écho transthoracique et son efficacité sur le pronostic à long terme des patients. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient de ce dont on vient de discuter? Que l'échographie cardiaque chez le patient en arrêt cardio-respiratoire, que l'échographie plutôt au sens large chez le patient en état cardio-respiratoire est facile. Elle part du principe qu'on recherche des évidences. Si un élément a entraîné l'arrêt cardio-respiratoire du patient, c'est par définition qu'il s'agit de quelque chose d'important, de grave, que probablement on détectera facilement à l'échographie. C'est un outil important pour la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire parce que, vous l'avez vu, ça en change la prise en charge. Grâce à l'échographie, on modifie notre stratégie de prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire parce qu'on va agir sur l'une ou l'autre des causes réversibles identifiées et parce que l'échographie va influencer notre estimation du pronostic du patient. 3 objectifs sont à atteindre avec l'échographie durant la réanimation. Le premier, c'est l'aide à la détermination du rythme de cet arrêt cardio-respiratoire. Le deuxième, c'est l'aide à la détermination des causes réversibles, les 4H et les 4T. Et le troisième élément, c'est l'aide à l'évaluation du pronostic de notre patient. L'échographie a toute sa place dans les soins post-réanimation immédiats pour évaluer, puis suivre notre patient, notamment d'un point de vue hémodynamique. Le bénéfice à long terme sur la survie des patients reste par contre à démontrer encore à ce jour.